n'importe qui a envie de dire quelque chose sur sa vie, sur son expérience, sur ce qu'il a appris, peut monter sur une scène sans grands apprêts, sans grands atours, sans grands éclairages et sans grande mise en scène, raconter, partager son expérience avec un public. Oui, mais on fait pas que le dire, on le prouve. Au Théâtre du Grand Parquet, il y a une conférence gesticulée Inculture numéro 6, avec 6 personnes qui viennent du Finistère, de Plourin-les-Morlaix, qui sont des gens qui vont raconter leurs souvenirs d'école, la façon dont ils ont été orientés. T'es nul en maths, tu feras couture, et dont l'école a déterminé un certain nombre de choses dans leur vie. Et bon voilà. Et alors ça donne un truc. Alors est-ce que c'est un spectacle? Mon Dieu, je suis pas critique de théâtre, et puis je dirais je m'en fiche. Ce que je sais, c'est que les gens sont absolument bouleversés dans la salle. Enfin, je dirais parce qu'il y a transmission, il y a partage d'une émotion politique. Pas seulement je raconte ma vie, si tu veux, mais voilà ce que j'ai compris de ce qu'on m'a fait. Ce qui est intéressant, c'est que voilà la rencontre d'un savoir chaud et d'un savoir froid. Le savoir froid, c'est le savoir universitaire. C'est un savoir passionnant, bien fait. Par exemple, celui de Boltanski. Boltanski écrit, théorise. Moi, c'est le savoir chaud. Moi, j'ai vécu le projet, d'accord? Moi, je me suis prostitué pendant 15 ans pour obtenir des sous sur des logiques de projet où je montais des projets bidons qui avaient jamais lieu parce qu'il fallait récupérer l'argent, d'accord? Et les gens que j'avais en face de moi le savaient, ok? C'est ça. Donc ça, c'est un savoir chaud. Et ben, quand le savoir chaud rencontre le savoir froid, on a la révolution. C'est Boltanski qui le dit. C'est-à-dire quand les intellectuels et les acteurs sociaux ne sont plus coupés les uns des autres, ça pète. Donc nous, ce qu'on fabrique à la SCOP, ce qu'on essaie de faire, c'est de fabriquer du temps de cerveau humain disponible pour la révolution. Voilà, on fait rien d'autre. Et alors évidemment, ça résonne pas mal avec la salle. Oui, moi j'ai vu des extraits de votre spectacle, enfin de votre conférence à vous. C'est quand même très malin. Vous êtes un très bon comédien. Il y a on rigole, on se marre. Les dialogues c'est faussement improvisé. Enfin, il y a des improvisations. Mais ça marche avec tout le monde. Enfin, il y a pas que la mienne. Moi, je suis très cabotin, je suis très déconneur. Bon voilà, mais enfin toutes celles qu'on a faites, il y en a pas une seule où on s'est planté, pas une seule. Et venez voir celles avec des gens qui sont beaucoup moins, qui s'extériorisent comme ça beaucoup moins que moi. Elles sont plus fortes que la mienne. Celle qu'on fait sur l'engagement, qui s'appelle Inculture 3, puisqu'on s'est amusé à leur donner des numéros d'ordre. On en est à Inculture 9, et vraiment, je sais pas jusqu'où ça va aller. Elle est plus puissante que celle que moi je fais tout seul. Donc moi je fais, et ça c'est le problème du one man show. Bon, moi je fais une espèce d'exploit. Voilà, je parle pendant 3 heures. Là, les gens disent oh là là comment il fait. Mais bon voilà. Il y a du monde à la fin toujours un peu dans la... Mais alors c'est ça qui est étonnant, c'est qu'au début on m'avait dit dépasse pas 1 heure. Mais j'ai dit mais je peux pas abattre le capitalisme en 1 heure. J'ai fait le calcul, il me faut 72 heures. Bon, j'en suis à 3, on va voir. Vous êtes combien là-dedans? On est 8. 8 qui sont quoi, qui ont les mêmes histoires que vous? Non, quasiment. Ce sont tous des gens qui viennent du travail social, du travail socioculturel. Il y a des animateurs, il y a des directeurs de maisons de jeunes, il y a des gens qui ont travaillé comme moi. Qui sont tous en rupture. Ils sont tous en rupture. Des renégats. Ouais, c'est ça. C'est plus exactement des gens qui, dans leur métier, dans leur profession, s'aperçoivent qu'ils ne pouvaient pas faire ce qui leur semblait légitime de faire. C'est-à-dire de l'éducation populaire et non pas des dispositifs d'insertion. De l'éducation politique, c'est-à-dire parler du capitalisme, de la domination, expliquer aux jeunes comment ça se passe, expliquer aux gens pourquoi ils sont dans la merde et qu'ils n'ont pas de boulot, et non pas leur faire croire que si ils se cultivaient, ils en auraient. Et donc comme ça n'est pas possible dans ce qui est actuellement le travail social, le mouvement associatif, qui est totalement aliéné dans des logiques de subventionnement par projet, parce que le grand ennemi, notre ennemi commun, c'est le mot projet. C'est lui qui nous tue. C'est lui dont il va falloir se débarrasser. On l'avait pas il y a 20 ans, il va falloir le mettre à la poubelle, ce truc-là. Pourquoi une telle adversité devant un mot aussi... Mais parce que ce mot est tellement incroyablement positif qu'on ne peut pas se défendre contre lui. Je veux dire, ça, c'est tout le travail qu'a fait Boltanski. Alors, cette fois-ci, Luc Boltanski, pas... Le sociologue. Oui, pas l'autre. Le collègue Luc de Boltanski longtemps. et Ève Chiapello, qui ont fait un travail remarquable dans un livre qui s'appelle Le Nouvel Esprit du Capitalisme, dans lequel ils montrent que dans les années 60, le maître mot du management, c'est le mot hiérarchie, et que petit à petit, on va dégager ça. Et que maintenant, le maître mot, c'est projet. Le projet, c'est ce qui tue le désir. Comprenez le truc? N'importe quelle femme est capable de faire la différence entre un homme qui a un désir d'elle et un homme qui a un projet sur elle. D'accord? Le projet, c'est je définis toutes les étapes de ce que j'ai envie de faire, je sais exactement comment sera l'arrivée, donc j'ai plus envie de le faire. Alors, on s'est créé un SCOP. Alors, une SCOP, c'est une société coopérative, tout un tas de formes d'intervention qui sont des interventions culturelles avec un petit C, pas avec un grand Q.
et qui consiste simplement à faire des choses avec les gens à partir de ce qu'ils savent, de ce qu'ils ont compris. L'idée de gauche de la culture, c'est pas de dire que les gens manquent de culture, c'est de dire que les gens sont pleins de culture, qu'ils ont trop de culture, et qu'ils ont notamment trop de culture par rapport à l'organisation du travail. C'est-à-dire que n'importe quelle personne sait qu'elle en sait plus, grâce à l'école d'ailleurs, qu'elle en sait plus que ce qu'on lui laisse faire dans l'organisation du travail. C'est ça. Mais ça, on touche pas. Premier des droits de l'homme, le droit de propriété privée des grands moyens de production. Orwell a compris un truc absolument fondamental. Orwell, quand il écrit 1984, il comprend que pour transformer un pays en pays fasciste, c'est pas la peine de faire débouler des armées et des bruits de bottes, il suffit de transformer le langage et d'enlever tout ce qui dans le langage peut être négatif pour le remplacer que par du langage positif. Voilà, ça c'est la langue de bois, on en est là. D'accord ? Quand le capitalisme s'appelle développement, on est foutu. On organise avec le pavé des stages de désintoxication du langage où les gens viennent et c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que personne n'est dupe. On sait ça. On demande aux gens quels sont les mots qui vous... Dites-nous des mots qui vous embêtent en ce moment. Je me rappelle de cette dame qui arrive, qui me dit, moi, rebondir. Moi, j'en ai marre de rebondir. Donc les gens savent ça. Les gens savent qu'on se fout de leur gueule quand on parle de dégâts collatéraux, quand on parle de choses comme ça, quand on parle de croissance négative, d'égalité des chances. Enfin, vous imaginez l'égalité des chances ? C'est soit l'égalité, soit les chances, c'est pas les deux. L'égalité des chances, ça veut dire que pour le lièvre comme pour la tortue, la ligne de départ est la même. C'est vachement intéressant. Et donc voilà. Et donc on a. Alors le problème, c'est que le pouvoir politique. Alors je pense qu'il y a eu de tout temps de la langue de bois. Il y a eu une langue de bois soviétique à l'époque. D'accord, c'est pas l'apanage de ce pouvoir-là. Mais il y a une langue de bois actuellement qui devient très très préoccupante, qui est celle de l'invasion, de l'envahissement, je sais pas comment dire, du vocabulaire de l'entreprise à toutes les sphères de la société. Et ça, c'est très 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 embêtant. Et donc on est en plein là-dedans en ce moment. Voilà. Alors ça fonctionne à la langue de bois, attention, parce qu'on pense avec les mots. On pense avec les mots. Donc si on nous change les mots, on pense différemment. Donc je raconte, pour rire dans la conférence, j'ai un passage marrant où je raconte qu'avant, quand on parlait des pauvres, on disait les exploités. Bon, le pouvoir nous a fait comprendre, si on voulait des subventions, il fallait dire les défavorisés. Mais sauf qu'un exploité, c'est un mec qui a été victime d'une exploitation, un défavorisé, c'est un mec qui a pas eu de bol. Et donc on va pas travailler de la même façon avec un type dont on pense qu'il y a un exploiteur quelque part ou un type dont on pense simplement qu'il n'y a pas de chance. On fait plus le même travail. Et donc le pouvoir a compris que le mot change notre façon d'agir. D'où l'importance de se battre sur le langage. Mais ce langage est positif. Comment est-ce qu'on se bat contre des mots positifs ? Eh bien, on ne sait pas. On n'a pas encore inventé les formes pour résister à ça.